Pour en venir à la journée d'aujourd'hui. Donc Kevin nous a fait l'amitié de venir. Kevin, c'est quelqu'un, je pense, de très intéressant pour ce public ici, dans le cadre de l'ISPED, des enseignants et des jeunes chercheurs. C'est un pur produit de la formation en santé publique française, très brillant. Il est d'abord biologiste, je crois, de formation initiale, un master en santé publique à Paris, et il a fait un doctorat à Versailles. Et à partir de là, il a commencé à travailler avec notre équipe à Bordeaux, et notamment avec le groupe qui travaille en Côte d'Ivoire sur les traitements précoces. Et il a fait une thèse absolument remarquée dans son université. Et comme j'étais son rapporteur, je peux vraiment en parler avec beaucoup d'appréciation. Voilà, il a depuis pas mal travaillé en post-doctorat, d'abord sur les enjeux de la circoncision masculine en Afrique du Sud, donc avec le professeur Auvert. Et puis plus récemment, il est en post-doc aussi à l'Imperial College, qui est un endroit prestigieux à Londres. Donc vous voyez, ça peut donner aux étudiants une idée des parcours à faire et des évolutions qu'on peut avoir. Et alors là, il a radicalement changé de sujet. C'est ce qu'il nous a proposé de venir vous exposer aujourd'hui, puisqu'il travaille sur la modélisation d'une maladie transmissible très différente du VIH, qui est la fièvre jaune, et qui renvoie à la problématique des vaccins. Donc voilà, donc Kevin, tu as une quarantaine de minutes, je pense, pour nous parler du sujet. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, comme le disait François, je suis déjà venu quelques fois ici pour travailler, notamment pendant ma thèse, avec l'équipe VIH et Santé Globale. Et donc, je suis très content de revenir aujourd'hui. Donc, je remercie vraiment l'organisateur de ce séminaire. Je suis à l'Imperial College depuis 1 an maintenant, et j'ai rejoint ce groupe qui travaille sur la modélisation de la fièvre jaune. Donc c'est un groupe assez récent qui s'est constitué il y a 2 ou 3 ans. Et donc on travaille sur la modélisation de la fièvre jaune et l'impact des stratégies vaccinales en Afrique, avec Nick Ferguson et Tini Garske, et en lien étroit avec l'OMS. L'histoire de la fièvre jaune, je pense qu'il faut un peu la voir comme ça, comme l'histoire du crocodile dans la rivière. Vous savez que dans certaines rivières, on a des crocodiles. Le problème, c'est que les crocodiles, ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à des troncs d'arbres, ça ressemble à des choses moins dangereuses que les crocodiles. Et le problème, c'est que quand on est face à ça, finalement, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Et donc, on ne sait pas vraiment évaluer le risque. Et donc, le problème, c'est que au moment où on est vraiment sûr d'avoir affaire à un crocodile, en général, il est trop tard. Donc voilà, et donc c'est le cas pour la fièvre jaune. Quand on est sûr d'avoir affaire à plusieurs cas de fièvre jaune, c'est que la flambée épidémique est déjà lancée et que quelque part on va courir derrière, donc on va avoir du mal à contrôler l'épidémie. Voilà pour le petit clin d'œil. Alors, donc sur la fièvre jaune, on a des exemples récents d'épidémies de fièvre jaune. Vous avez peut-être entendu parler de cette épidémie qui a lieu en ce moment même en Ouganda, dans la région de Ouganda. Il y avait à mi-février une 50aine de décès notés, je crois qu'ils sont à peu près autour de 80 maintenant. Et donc voilà, on a un exemple récent, c'est pas une maladie du passé, c'est pas une maladie qui est tout à fait contrôlée, on a encore ces risques qui surviennent de temps en temps. Comme là pour l'Ouganda. Donc je vais commencer par quelques généralités sur la fièvre jaune. Donc la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale. Donc le virus appartient à un genre qui connaît un certain succès en termes d'épidémie, parce que c'est le même genre qui les flavivirus, donc le genre auquel appartiennent la dengue, le virus Zika et l'encéphalite japonaise. Comme ses cousins, donc le virus de la fièvre jaune est transmis par le moustique, transmission vectorielle. Et dans le cas de la fièvre jaune, on a l'existence d'un réservoir animal, donc les singes principalement. Et donc on a des espèces de singes différentes en Afrique et en Amérique. Et donc la fièvre jaune est distribuée dans les zones tropicales de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas tout à fait, elle n'est pas présente en Asie. Donc elle est présente dans ces 2 continents, mais en fait l'Afrique concentre 90% des infections. Donc le fardeau de la fièvre jaune, il est en Afrique. Et donc pour le reste de ce topo, je vais m'intéresser au cas africain, qui est vraiment là où c'est une problématique de santé publique importante, plus qu'en Amérique du Sud en tout cas. Alors depuis une quinzaine d'années, la plupart des estimations en termes de nombre de cas de la fièvre jaune tournent autour de 200 000 cas par an. Le problème, c'est qu'on a de grandes incertitudes autour de cette estimation. Je vais en parler un peu plus.
Donc ça, c'est 200 000 cas pour l'Afrique, et au sein de l'Afrique, on a également une distribution qui est hétérogène, avec l'Afrique de l'Ouest qui compte le plus de cas. Donc c'est ici, vous avez le nombre de cas reportés en fonction de l'année, et la ligne noire sont les cas pour l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez que l'Afrique de l'Ouest concentre presque la totalité des cas de fièvre jaune, jusque du moins en 2008. On a quelques cas récemment dans les années 2000 en Afrique centrale et Afrique de l'Est. Et alors le problème, donc, je vous le disais, c'est qu'on a des problèmes d'estimation du nombre de cas de la fièvre jaune, car la fièvre jaune est une maladie qui présente des symptômes qui sont très peu spécifiques. Et donc on a un système de surveillance pour la fièvre jaune. Le problème, c'est que la maladie étant peu spécifique, dans tous les cas captés par ce système de surveillance, seulement 1 à 2% des cas suspectés sont des cas de fièvre jaune confirmés. Donc on a vraiment ce problème de surveillance. L'autre problème étant que, donc déjà, on n'est pas spécifique dans la surveillance, et le système de surveillance pêche un peu sur quelque chose qui est le fait que la fièvre jaune est une infection qui est très souvent asymptomatique ou qui conduit à une maladie bénigne. On a des cas sévères de fièvre jaune pour 12% des cas des infections environ. Ce qui signifie que pour une infection sévère de fièvre jaune, on a entre 4 à 20 cas asymptomatiques ou bénins, et ça pose problème en surveillance parce que qu'est-ce qu'on capte en surveillance? On capte souvent les cas sévères, mais on ne capte pas les cas bénins ou a fortiori les cas asymptomatiques. Et ça pose problème parce que ceux-là sont importants pour la transmission. Alors pourquoi on surveille mal la fièvre jaune? Je vous le disais, c'est parce qu'on a un tableau clinique qui est très peu spécifique. Donc dans un premier temps de l'infection, on a des symptômes qui sont la nausée, le malaise, les maux de tête, donc rien de très spécifique. Et dans la forme la plus sévère, on va avoir ensuite des vomissements, des maux de tête toujours, une jaunisse, donc un peu plus spécifique, mais bref, un tableau clinique qui peut ressembler à du paludisme, à des hépatites virales ou à de la leptospirose. Donc on a vraiment un problème pour diagnostiquer cette maladie. Et donc dans le cas des cas sévères, donc dans 12% des infections, on n'a pas de traitement spécifique, donc on fait plus de la gestion de symptômes, et la maladie a un fort taux de létalité avec environ la moitié des cas sévères qui peuvent conduire au décès du patient. Ça, c'est un chiffre récent, donc, qui provient d'une méta-analyse récente, donc c'est la meilleure preuve à l'heure actuelle, mais pour beaucoup d'experts, ce chiffre semble plus haut que ce qu'on attendait jusque-là. Mais bon, c'est la meilleure preuve à l'heure actuelle, donc la moitié environ des cas, des cas qui conduiraient au décès. Donc on n'a pas de traitement pour la fièvre jaune. Heureusement, par contre, on a un vaccin. Et là, on a un vaccin qui est disponible depuis très longtemps. Il a été découvert en 1936. On a deux souches différentes, mais qui ont à peu près les mêmes propriétés. C'est un vaccin qui repose sur un virus vivant atténué. Donc si vous avez dû voyager en Afrique ou en Amérique du Sud, vous devez avoir cette petite carte jaune, donc, qui est la carte de vaccination internationale. Donc l'OMS recommande à toutes les personnes voyageant ou vivant dans des zones à risque de transmission d'être vaccinées contre la fièvre jaune. Et jusqu'en 2013, l'OMS recommandait une dose unique de vaccination, puis un rappel tous les 10 ans. Et là, très récemment, donc, ces recommandations ont changé du fait d'une revue de la littérature. Et maintenant, l'OMS estime qu'après une dose unique du vaccin est suffisante pour conférer une immunité à vie. Donc on a un vaccin pour lequel on a beaucoup de recul. On sait qu'il y a quelques effets indésirables, mais ils sont bien connus et ils sont rares. Et on a une immunité à vie après une dose unique. Donc de très bonne qualité. Et en termes d'efficacité, le vaccin est pas mal non plus. Donc basé sur une revue de la littérature, donc celle que l'OMS avait faite pour changer sa position en 2013, l'OMS avait repéré 15 études, donc on est en train de finaliser une méta-analyse sur ces études pour calculer l'estimation poulée un peu de cette efficacité. Donc c'est pas vraiment l'efficacité qu'on mesure, parce que l'efficacité n'a jamais été mesurée en études cliniques, donc c'est plutôt la réponse sérologique à des niveaux d'expression d'anticorps qui sont censés protéger de la fièvre jaune. Et donc, on arrive à une estimation poulée de 97% de réponse sérologique pour le vaccin, avec un intervalle de confiance qui est assez grand, mais qui est dû à l'hétérogénéité entre ces études. Donc, on a un vaccin qui est très efficace, qui est sûr, relativement sûr, et qui confère une immunité à vie après une dose unique. Donc, des très bonnes qualités pour ce vaccin. Et donc, ce vaccin, étant donné qu'il a été utilisé depuis de nombreuses années, on a une couverture vaccinale qui est changeante dans le temps. Donc, le vaccin a été largement utilisé en Afrique francophone des années 40 aux années 60. On a arrêté de l'utiliser. Donc, jusqu'aux années 60, on avait une bonne couverture vaccinale pour les pays d'Afrique francophone. À la fin des années 60,
la vaccination a été arrêtée, ce qui a conduit par un renouvellement des populations à une diminution du niveau d'immunité dans la population, et ça a conduit à une résurgence de la maladie et à de nombreux cas donc, de flambée épidémique dans les années 90 et 2000. Vous voyez ici, suite à ça, donc la couverture vaccinale qui diminue après les années 60 en fait. Et donc, face à cette recrudescence, à cette réémergence de la maladie, l'OMS a commencé à coordonner une réponse à l'épidémie, l'OMS et l'UNICEF. Et donc cette réponse a pris la forme à partir de 2005 de grandes campagnes de vaccination, de grandes campagnes préventives, donc où on va dans une région où la couverture vaccinale est supposée être faible et le risque élevé, et on vaccine toute la population. Ces vaccins on a un stock de doses de vaccins qui est financé par la Gavi, qui est la Global Alliance for Vaccination and Immunization. Et donc, suite à cette activité vaccinale qui a repris en 2006, donc le niveau de la couverture a augmenté dans certaines régions d'Afrique. Alors pourquoi justement on est intéressé à la modélisation de la fièvre jaune? Justement parce que ça peut aider à orienter ces stratégies vaccinales. On est dans un contexte où on a un nombre de doses vaccinales qui est limité, et donc la question c'est comment en faire le meilleur usage, donc quelle région prioriser, mais également quelle stratégie de vaccination utiliser. Est-ce qu'il faut faire comme on a fait au début des années 2000, avoir un stock de vaccins à n'utiliser qu'en cas d'épidémie et faire des campagnes réactives, donc une fois que l'épidémie est lancée, aller à l'endroit et vacciner tout le monde. Donc vous voyez bien qu'en faisant ça, on court derrière un peu la maladie. Est-ce qu'il vaut mieux faire des grandes campagnes préventives, donc aller dans des endroits qu'on estime à risque et vacciner toute la population? Ou est-ce qu'il faut faire de la vaccination en routine, vacciner les cohortes de nouveau-nés? Ou encore, est-ce qu'il faut et comment articuler ces trois stratégies différentes? Donc c'est à ça qu'on essaie de répondre par la modélisation de la fièvre jaune, et c'est justement pour ça qu'on travaille en lien avec l'OMS et la Gavi, qui finance donc les vaccins. Alors cependant, quand on veut modéliser la fièvre jaune, on doit faire face à plusieurs défis. Donc le premier, j'en ai un peu parlé, c'est le fait qu'on a une couverture vaccinale en Afrique qui est potentiellement importante, due aux activités historiques, en tout cas qui est variable dans le temps, et qui est hétérogène géographiquement. Et ça, il faut le prendre en compte pour estimer le risque contemporain ou le risque futur de transmission de la fièvre jaune. Le deuxième défi, c'est qu'on a très peu de données fiables d'incidence, de nombre de cas. On a des données, j'en ai parlé, des données de surveillance qui sont globalement de mauvaise qualité. Et donc, comment on fait avec ce manque de données? Et le troisième défi, c'est que, en ce qui concerne la fièvre jaune, il coexiste en Afrique, deux cycles de transmission. Donc ça, je vais détailler un petit peu. Donc en Afrique, du moins, on a deux cycles de transmission. On a un cycle sylvatique, donc, où la maladie circule entre des moustiques sylvestres, des moustiques arboricoles, et le réservoir animal, donc des primates non humains. Le problème est que si un humain est présent dans cet habitat, des transmissions occasionnelles peuvent survenir. Et ensuite, un humain infecté peut alimenter ou démarrer un cycle de transmission, un cycle urbain de transmission, parce qu'on a un moustique qui est bien connu des épidémiologistes, Aedes aegypti, qui est un vecteur compétent pour transmettre la maladie. Donc vous savez, vous connaissez sûrement ce moustique, c'est celui qui pond ses œufs dans les pneus usagés, dans les pots de fleurs, c'est celui qui transmet Zika. Et donc ce vecteur peut transmettre la maladie, et donc si un cycle urbain démarre, ça peut donner lieu à des grandes épidémies urbaines qui sont potentiellement difficiles à contrôler. Le problème donc, dans la modélisation de la fièvre jaune, c'est qu'on sait que ces deux cycles de transmission, donc le premier avec ce que j'appelle la transmission zoonotique, parce que finalement l'infection a lieu des singes aux humains via le moustique, et le deuxième, donc le cycle urbain avec une transmission interhumaine, où là le moustique transmet la maladie d'un humain à l'humain. On sait que ces deux cycles de transmission ont un rôle dans l'épidémie, dans la circulation de la maladie, mais on ne connaît pas leur contribution relative. Alors face à ce problème, le premier modèle de fièvre jaune qui a été développé dans l'équipe a été un modèle où on considérait que le risque d'infection pour un individu était statique. Il était constant dans le temps, il ne changeait pas, ce qui revenait quelque part à faire l'hypothèse que toutes les transmissions étaient des transmissions d'origine zoonotique, étaient des transmissions qui survenaient via ce cycle sylvatique. Alors ça a permis une première estimation du risque d'infection à l'échelle de la zone endémique en Afrique et une première estimation de l'impact de la vaccination. Donc ça a été publié en 2014. Le seul problème, c'est qu'un tel modèle qui repose sur cette hypothèse d'un risque statique
ne prend pas en compte une caractéristique très importante de la vaccination, qui sont les bénéfices indirects de la vaccination. Vous savez, quand on se vaccine, on se protège soi-même, on protège aussi son entourage parce qu'on bloque la transmission de la maladie, et donc ça, un tel modèle ne le prend pas en compte. C'est pourquoi, plus récemment, on a voulu développer une deuxième version du modèle, cette fois-ci en faisant l'hypothèse que le risque de transmission ait changé dans le temps, que le risque était dynamique, ce qui cette fois revient à faire l'hypothèse que 100% de la transmission est due à ce cycle urbain de transmission. Et donc l'idée, c'est de considérer que la réalité de la transmission de la fièvre jaune est située quelque part entre ces deux hypothèses extrêmes de 100% de transmission sylvatique, 100% de transmission zoonotique, pardon, et de 100% de transmission interhumaine, et que finalement ces deux modèles vont nous donner comme une bande supérieure et inférieure de l'impact de la vaccination, étant donné que ce modèle dynamique va permettre de prendre en compte donc, les bénéfices indirects de la vaccination, l'immunité de groupe. Il va également permettre d'estimer ce qu'on appelle la couverture vaccinale critique. Donc c'est la couverture vaccinale théorique qui est supposée bloquer la transmission, une transmission soutenue de la maladie dans une population. Grâce à ce modèle dynamique, on va pouvoir estimer cette couverture vaccinale critique. Et donc, comme je vous le disais, donc avec le modèle statique, on s'attend à sous-estimer l'impact de la vaccination. Avec le modèle dynamique, on s'attend à le surestimer. Donc, on fait l'hypothèse que l'impact de la vaccination est situé entre ce que vont estimer ces deux modèles. Alors, je vous ai parlé des différents défis auxquels on doit faire face pour modéliser la fièvre jaune. Donc, le premier était ce problème de couverture vaccinale qui est changeant, qui change dans le temps et qui est hétérogène. Alors, comment on prend ça en compte? Pour les besoins du modèle, ce qu'il nous faut, c'est suivre le taux de vaccination pour toutes les cohortes d'âge à l'échelle de la zone endémique. Pour toutes les cohortes d'âge, donc au niveau de ce qu'on appelle les provinces, qui sont les premières divisions administratives sous-nationales, ce qu'on appelle les provinces, et pour toutes les années entre 1940, qui est la date qu'on considère comme le début des activités vaccinales, et une date future, donc on compose à 2050 pour les besoins du modèle. Donc on a besoin d'avoir cette information des taux de vaccination, de couverture vaccinale par province, par âge et par année. Donc pour ça, la première chose qu'on fait, c'est se construire ces cohortes d'âge, ces cohortes de population par âge, par province, par année de naissance, en utilisant les données du World Population Prospect, en ce qui concerne les tailles de population, la fécondité, la mortalité et les structures d'âge. Et on utilise également des données de distribution géographique des populations pour savoir combien de populations on a dans chacune des provinces. Et ensuite, une fois qu'on a ces cohortes, eh bien, on va leur appliquer des taux de couverture vaccinale. Et donc là, les données vaccinales proviennent de rapports d'activité historique donc pour les années 40 à 60, de nombre de doses utilisées pendant des campagnes réactives à partir des années 70, également des données de couverture vaccinale chez les nouveau-nés, pour ce qui est de la vaccination active, et depuis 2005, de nombre de doses utilisées lors des campagnes de vaccination de masse. Donc l'idée, c'est qu'on se construit nos cohortes d'âge, on y applique ensuite soit des nombres de doses de vaccins utilisés, soit des couvertures vaccinales pour la vaccination en routine, et comme ça on est capable d'avoir une estimation dans le temps, pour chaque âge, et régionale de la couverture vaccinale.